Merci Luc de me passer la parole. Merci Oluge de me laisser un slot de présentation. Et je suis bien content aujourd'hui de vous faire la suite finalement de la présentation que j'avais fait au Luge précédent sur la documentation dans vos applis LabVIEW. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière slide. Je faisais une introduction à Doxascode, à cette approche d'écriture de la documentation. Et ben là, je vais aller un peu plus en profondeur sur ce sujet. Alors, c'est une présentation que j'ai faite la semaine dernière au GDiffCon. Les slides sont en anglais. Je ne pense pas que ça vous gênera, mais voilà. Petite rapide présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Olivier Jourdan, ça fait longtemps que je fais du LabVIEW. J'ai fondé Webalab en 2018 et je suis membre du DQMH Consortium qui maintient et développe le framework DQMH. Pour vous donner un peu de contexte, mon job au quotidien, c'est d'aider les personnes qui veulent faire des applis en LabVIEW. Alors, en LabVIEW, parfois, ça ne les intéresse pas. Des applications dans le domaine du test et de la mesure, hein, comme beaucoup chez nous, enfin ici, dans cette rencontre. Mais au-delà de faire du design et du développement d'applications LabVIEW, j'aide aussi également à l'ensemble du process, de l'utilisation de Git à la mise en œuvre de process d'intégration continue. Et dans ce cadre-là, depuis 3, 4, 5 ans, j'ai beaucoup réfléchi sur comment écrire la documentation de nos applications, que ce soit la documentation de code ou la documentation utilisateur, comment mettre en place des processus qui vont nous aider à écrire cette documentation. Donc, la présentation d'aujourd'hui, je fais un petit disclaimer aussi avant d'aller plus loin. C'est le résultat de 4-5 ans d'expérimentation. Olivier, Moi, je vais vous présenter. Oui, peut-être coupe ta vidéo, ça a tendance à hacher un petit peu le son. Ça reste compréhensible, mais peut-être qu'en ménageant la bande passante, on t'entendra mieux. Excuse-moi pour l'interruption. je coupe la vidéo. J'espère que ça va mieux. Donc, je disais, oui, je vais vous présenter moi, ce que je mets en œuvre comme approche d'écriture de documentation pour les projets LabVIEW que je peux développer. Bien évidemment, si vous souhaitez aller vers cette approche d'écriture de la documentation, il y aura forcément des choses que vous allez adapter. Mais bon, si de cette présentation, vous en tirez une ou deux astuces ou choses qui peuvent vous permettre d'améliorer votre processus d'écriture de documentation, bah, ça sera top. Enfin, moi, je serai content de ça. Et la présentation sera réussie. Donc, Doxascode. Rentrons dans le vif du sujet. En une phrase, c'est amener le processus de documentation dans le workflow de développement. Alors, pourquoi on veut faire ça? Pour s'enlever tout ce qui est point un peu compliqué avec la documentation. Je suis sûr que si vous écrivez de la documentation, il y a des choses qui doivent vous faire râler de temps en temps. Mettre le focus sur l'écriture du contenu et pas sur comment je vais afficher ça dans mon Word, mon tableau il bouge, etc. Non, c'est comment j'apporte vraiment de la valeur à mon document. C'est pas juste voilà, je ne vais pas écrire juste un truc parce que mon client il m'a acheté une documentation parce que c'est bien d'écrire une documentation. Non, je veux que ça vraiment que ça serve. Donc, je veux écrire du contenu pertinent. Et puis surtout, l'objectif, c'est de livrer notre documentation en même temps que le code. Je livre une nouvelle application, je livre une nouvelle API, une nouvelle version de mon API. Je veux avoir la documentation en même temps et pas 6 mois après. L'utilisateur de l'API, eh ben, il veut la doc au niveau quand la version arrive. Donc, pour ça, il y a quelques principes simples qu'on peut mettre en œuvre si on veut mettre l'approche Doxascode en œuvre. La première chose qu'on peut faire, et ça ne demande aucun outil, en plus, c'est vraiment un changement de processus, c'est
on va mettre la documentation au centre de notre développement en disant que ça fait partie de la definition of done. C'est-à-dire, j'ai une fonctionnalité à ajouter à mon application, un bug à corriger. Je considère et je vais dire que cette fonctionnalité est développée uniquement si le code est développé et la documentation est à jour. Donc, on ne pourra pas aller à la prochaine fonctionnalité à ajouter au programme si on n'a pas mis à jour la documentation. Donc, au lieu d'écrire toute la documentation à la fin, on va l'écrire vraiment au fur et à mesure du développement. Deuxième chose qu'on peut mettre en œuvre, c'est utiliser les outils qu'on utilise finalement au quotidien pour notre développement, c'est-à-dire mettre notre documentation au sein de notre Git, de notre SVN, quel que soit l'outil que vous utilisez. Et ça va nous permettre de faire un suivi des changements, ça va nous permettre de travailler en équipe sur la documentation. Troisième point important, si on passe sur l'utilisation d'un Git, Microsoft Word ou des CRM pour écrire la documentation, c'est plus trop utilisable. Donc là, l'idée, c'est vraiment de passer sur du fichier texte en utilisant ce qu'on appelle markup language, ce que j'avais abordé lors de la rencontre précédente. Et markup language, typiquement, ça peut être du ASCII-Doc, du Markdown, ce genre de choses. Donc des markup assez simples à apprendre, donc pas du HTML ou du XML, on ne va pas écrire avec ce genre de markup language, mais une syntaxe simple qui nous permet de mettre en forme à minima le contenu. Et ça va être le source code de notre documentation, finalement. Et si on a un source... Alors, on a ce source code. Pareil, toujours dans l'optique de se rapprocher des processus de développement qu'on peut avoir avec la view, on va aussi essayer de générer automatiquement du contenu. Si on peut s'enlever des tâches répétitives d'écriture via de l'automatisation, eh ben, c'est top, on va se libérer du temps et pouvoir réellement écrire la documentation que seul un développeur ou un utilisateur peut écrire pour l'utilisation de l'application. Et enfin, on va essayer d'automatiser des tâches. On va pouvoir automatiser les tests. Par exemple, on pourrait tester les URL qui sont contenus dans notre documentation. On va devoir finalement faire un build de la documentation. Puisqu'on passe sur un fichier texte, c'est pas ça qu'on va fournir à l'utilisateur final, mais il va falloir passer d'un fichier texte à un PDF, à un HTML, par exemple. Donc ça aussi, ça va être une tâche automatique. Et tout ce qui est livraison, aussi, on va essayer de l'automatiser. Donc comme ça, on s'enlève toutes les tâches répétitives qui ne sont pas très intéressantes à faire pour vraiment se concentrer sur l'écriture de la doc. Donc, ça, c'est des concepts. Maintenant, regardons un peu des exemples concrets de mise en œuvre de cette approche pour écrire de la documentation. Mon premier exemple, c'est le style guide que le DQMatch Consortium a sorti il y a un an quasiment. Ouais, c'était il y a un an. Donc en gros, c'est un document qui regroupe ce que nous, au consortium, on considère comme les meilleures pratiques pour développer une application en utilisant la view. Alors, c'est pas relatif au DQMatch, c'est vraiment la view. C'est en gros les règles que nous, on utilise pour développer le DQMatch et puis tous les projets qu'on fait aussi. Et ce document-là, il est disponible en deux formats, PDF et HTML. Comment on a fait pour l'écrire? Alors déjà, on est vraiment passé sur un document qui est écrit donc complètement manuellement en utilisant la syntaxe ASCII-Doc. Donc je vous ramène à la présentation du mois de juin pour voir un peu plus à quoi correspond cette syntaxe. Mais on a utilisé donc ce format-là pour écrire et on a utilisé ASCII-Doctor pour générer un PDF et un HTML. Donc avec le même source, on génère deux types de fichiers différents.
Et puis pour gérer le projet en soi, on a utilisé GitLab, on a un repository Git, on a un issue tracker qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'il y a à écrire, qu'est-ce qu'il y a à corriger dans le document. Donc ça nous permet aussi de partager du travail. Et puis toutes les fonctionnalités de CI proposées par GitLab pour faire des tâches automatiques. Si on regarde un peu le process en image, on a ce fichier ad hoc. À chaque fois qu'on va faire des modifications et qu'on va pusher ces modifications sur le repo de GitLab, on va avoir des tâches automatiques qui vont générer le HTML et le PDF, ainsi qu'un transfert FTP sur notre site web pour pouvoir mettre à jour la nouvelle version du document. Dans tout ce processus, c'est hyper important pour nous et pour la manière dont on a géré les documents, d'avoir un workflow bien précis dans Git. Notre document, il est versionné avec majeur, mineur, fixe et numéro de build. Donc pour ça, on utilise Gitflow comme type de workflow dans Git. Et ça va nous amener deux choses. Quand on va finalement développer et écrire une nouvelle version, donc on est en phase de développement de notre document, on va pusher sur des branches soit développées. Quand on fait ça, on va avoir automatiquement l'ajout d'un watermark draft sur notre document généré. Donc on va très vite voir, si on prend ce document généré, que ce n'est pas la version finale. Par ailleurs, on va uploader ce document dans une sandbox au niveau de notre website. Donc on va aller voir si la génération du document s'est faite correctement, sans mettre le document à disposition de tout le monde. Et à contrario, quand on a fini, qu'on va réaliser une nouvelle version du document, là, on va faire un push sur une branche de release qui va être générée sans le watermark draft et il va être uploadé au bon endroit dans le site web. Donc tout ça, c'est fait de manière automatique. Et si on regarde ce qu'on obtient, donc sur la gauche, vous avez le document lorsqu'on est en phase de développement. Donc vous voyez qu'il y a donc là, c'est le format PDF que je vous affiche. Il y a un gros draft sur toute la page. Et à droite, vous avez le document quand on fait la release. Donc, plus de draft et le document final. Si on regarde, pareil, toujours dans cette approche Docs as Code, il y a plein de choses qui sont un peu automatisées. Si je regarde sur la page de garde de mon document, vous pouvez voir que ici, on a version draft, on a la date à laquelle le document a été généré et le numéro de commit relatif au document généré. Si je regarde la version officielle, j'ai le nom du tag, donc ici c'est la version 1.0.1, et pareil, j'ai la date de génération et le numéro du commit. Je peux très vite revenir à la version qui a permis de générer le document. Toujours au rang des choses qui sont automatisables et qui ressemblent beaucoup à du développement, on peut faire un peu du reuse. Par exemple, ce document-là, il est open source. Donc, si vous voulez le récupérer, le modifier, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Donc, on a un fichier de licence dans notre projet. Ce fichier de licence, il n'est pas dans la doc directement, mais il est inclus dans la doc. Et comme il est inclus, ça veut dire que le jour où on veut changer ce qui est écrit dans la licence, on va modifier le fichier de licence qui, lui, est utilisé pour être affiché dans GitLab, etc. Donc, on va modifier ça et sans forcément y penser, le document, la prochaine version du document qu'on publiera sera à jour. Donc là, on fait aussi du reuse dans notre écriture de document. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a en utilisant cette approche dans l'écriture de document? On va avoir donc, la tâche automatique de génération des documents finaux. Donc, on a un PDF, un HTML, on n'a rien à faire, ça se fait automatiquement. On a l'adaptation du contenu en fonction de je suis en train d'écrire, je suis en phase de développement de mon document ou je livre une version finale. On a la traçabilité, je sais quelle est la source de mon document.
Et on a la livraison automatique. Il faut voir qu'on est 5 au consortium. C'est très simple pour nous et très rapide pour chacun d'entre nous de faire des modifications et de générer une nouvelle version. Et on n'a pas à se reposer sur une personne qui sait ce qu'il y a à faire avant de pouvoir générer cette version. Donc c'est vraiment hyper simple de générer une nouvelle version d'un document. Deuxième exemple, c'est les projets que je peux développer et maintenir, les projets open source que je peux développer à Wovalab. Et là, la problématique, c'était d'avoir un moyen simple de regrouper la documentation de l'ensemble des projets à un seul endroit, sans que ça prenne du temps à développer. Donc l'idée, ça a été de faire un site web. Et ce site web, comment il a été fait? Donc, le contenu du site web, il est écrit dans un fichier texte au format ASCII-Doc. Donc, soit manuellement, soit généré automatiquement avec Antidoc. Là, j'ai 4 ou 5 projets différents, donc 4 ou 5 projets GitLab, 4 ou 5 repositories Git. Donc, chacun de ces projets contient la documentation de son projet. Et j'utilise pour générer le site web un générateur de site web statique qui s'appelle Antora et qui sait très bien gérer les fichiers au format ASCII-Doc. Donc le process, c'est le suivant. J'ai mes N projets. Dans chacun de ces projets, j'ai créé ce qui va elle-même contenir toutes les versions du produit que j'ai documenté. Et quand des modifications sont pushées, pareil, tâche automatique, Antora construit le site web et le site web est publié via la fonctionnalité page de GitLab, qui permet de servir des pages HTML statiques. Et donc, on a une release automatique des dernières modifications. Donc, qu'est-ce qu'on obtient avec ce système-là? Donc, Antora, il est vraiment basé sur créer des sites pour documenter des API, des applications qui auraient plusieurs versions. Donc, on peut voir sur la partie gauche qu'il y a l'ensemble des projets qui sont documentés. Et pour chacun de ces projets, vous avez la version. C'est-à-dire que je peux aller sur un projet et aller chercher la documentation de la version que j'utilise. Bien sûr, le site web, il a une barre de recherche. Donc, même si c'est un site web statique, il y a toutes les fonctionnalités qu'on peut attendre d'un site web moderne. Et la dernière chose qui est intéressante, surtout pour des projets open source, c'est qu'on a ici un lien pour éditer la page. Donc, si vous voulez participer et contribuer à améliorer la documentation, c'est vraiment simple. Vous cliquez sur le lien, ça vous amène sur le fichier qui est à modifier, vous faites la modification, vous faites une pull request, une merge request, et moi, très simplement, je vais pouvoir intégrer la modification et rebuilder automatiquement le site web. Donc, ça va prendre vraiment quelques minutes. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cet exemple-là? Voilà. La construction automatique du site web, moi, j'ai 0 compétence en HTML, CSS et autres techno web. Je ne me pose pas la question, j'écris que du ASCII-Doc. J'écris le contenu. Après, j'ai un site web qui est capable de gérer N projets différents. Ça, c'est top aussi. J'ai qu'un seul processus pour générer un site web multi-projet. Et c'est vraiment simple de contribuer à l'écriture et à l'amélioration des pages. J'ai eu déjà plusieurs contributions très simples. Des corrections de fautes d'orthographe ou un petit ajout d'un paragraphe parce qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été très bien compris. Et c'est vraiment ça. Donc, voilà, on a vu des concepts, on a vu des exemples. Maintenant, rentrons un peu dans le concret. Comment on écrit quand on veut passer à ce type de processus d'écriture de documents. Donc, si on a besoin d'écrire manuellement, ce qui est quand même assez souvent le cas. Moi, mon réglage, ce que j'utilise, c'est Visual Studio Code, donc appli gratuite,
plus l'extension ASCII-Doc. Cette extension, elle va vous permettre d'avoir la coloration de syntaxe. Donc là, vous pouvez voir, voilà, en fonction de ce que j'utilise comme syntaxe, je vais avoir de la coloration. Il y a de l'autocomplétion aussi. Et sur la partie droite, je peux avoir une prévisualisation de mon document. Donc, je ne suis pas obligé non plus de générer automatiquement pour voir le résultat. Je peux l'avoir vraiment en temps réel. Et bien sûr, associé à ça, il faut connaître un minimum la syntaxe ASCII-Doc. Donc, il y a la documentation qui est très bien faite sur cette syntaxe. D'ailleurs, cette documentation est faite avec Anthora. Enfin, le site web est fait avec Anthora. Et puis, on a généré du contenu de manière automatique. Et là, je vais un peu revenir dans la view. Plus précisément, jusqu'à présent, il n'y a pas forcément de lien avec la view, mais là, on repart sur la view. Il y a 2 toolkits que je développe, qui sont open source, qui sont disponibles via IPM, qui vont vous permettre de faire de la génération de contenu automatique. Donc, le premier, c'est ASCII-Doc for la View Toolkit. Donc, c'était ce que je vous ai présenté en mois de juin. Donc, avec toolkit là, vous allez pouvoir générer des fichiers texte au format ASCII-Doc. Donc, si vous avez du code qui est capable de parser ce que vous voulez documenter, donc de récupérer du contenu via la view, et bien après, en utilisant ce toolkit-là, vous pouvez formater ce contenu pour obtenir le fichier qui va bien pour intégrer à votre document. Donc, mise à jour du document automatique en exécutant un petit code que vous pouvez faire. Deuxième solution, Antidoc. Donc, Antidoc, c'est un autre toolkit. Ce toolkit, il utilise ASCII-Doc for la View Toolkit. Par contre, il va rajouter le parsing. Donc, vous l'avez disponible soit en tant qu'outil dans la view, donc sur la partie gauche, IHM, soit aussi directement disponible en ligne de commande si vous voulez automatiser via des processus de CI la génération du code. Donc là, on va avoir 2 add-ons possibles parce que à partir du moment où on commence à parser quelque chose, il faut quand même définir qu'est-ce qu'on peut parser et quel type de document on va fournir. Donc, Antidoc vient avec 2 toolkits. Le premier, c'est celui des projets. Donc, vous avez un LV-Proj, vous passez Antidoc et vous pouvez obtenir, par exemple, ici, je l'ai passé sur le projet qui fait l'exemple des interfaces en 2020, en la vue 2020. Et l'outil va parser, va trouver le nombre de classes utilisées, le nombre d'interfaces, on va les lister. On va avoir un diagramme de classe qui est dessiné automatiquement. Et puis pour chaque classe, je vais avoir la description de la classe, de son parent, etc., etc. L'outil marche très bien si vous utilisez du DQMH, si vous utilisez du GK State Machine, si vous utilisez des classes. Voilà, déjà ça. Vous allez vraiment obtenir de la documentation qui vous apporte du contenu. Et deuxième add-on disponible, c'est la création de la documentation pour les toolkits. Donc, vous avez un toolkit, vous avez un point menu, vous pointez le point menu et ça va vous générer ce type de documentation. On va avoir les palettes. Et puis l'ensemble des fonctions qui c'est du contenu qu'on peut générer avec Antidoc et qui après peut être intégré dans votre documentation finale. Ici, je vais sur la page qui correspond à la documentation de l'API du toolkit ASCII-Doc. Et tout ce contenu, toute cette page-là, rien n'est écrit manuellement, c'est tout écrit, c'est tout généré automatiquement. Chaque nouvelle version, hop, je repasse Antidoc et je viens copier-coller le fichier ad hoc qui est généré par Antidoc dans ma documentation. Voilà un type d'exemple de génération automatique de contenu.
T'as toujours des petits problèmes de son, Olivier, à des moments. Et on a eu un petit. Ouais. Alors là, putain, on a entendu. On pourra le couper au montage. Mais non, non. Il y a eu un petit moment où effectivement Sébastien remonte que ouais, ça a bien coupé. J'ai cru que j'allais te dire, faut peut-être. Mais ça, c'est revenu. Donc bon, écoute, voilà, tant mieux. Fais d'aller un peu plus vite parce que j'ai su que tu avais des problèmes d'électricité, donc pour faire passer le téléphone. Ok. Donc je disais deux types d'add-ons existants, mais comme c'est un projet open source et qu'il y a un mécanisme un peu de plugin, add-on, plugin, c'est un peu la même chose, vous pouvez créer vos propres add-ons si les add-ons existants ne vous donnent pas forcément ce que vous voulez. Soit vous repartez d'un add-on existant, vous faites un fork et puis vous le modifiez pour avoir votre propre version du document. Soit vous pouvez en créer un tout nouveau à partir de zéro. Et d'ailleurs, actuellement, pour ceux qui font du test info, il y a un add-on qui est en cours de développement pour Testand pour documenter les fichiers séquences. Pour l'exemple de ce qui est déjà ce qu'on peut obtenir. Voilà, c'est pas finalisé. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si jamais vous voulez plus d'infos. Je pourrais vous mettre en contact avec les personnes qui développent cet add-on-là. Un dernier outil qui peut être intéressant, mais j'en dirai pas très long puisque Mathias en fera la présentation. Donc c'est un outil que le consortium, le DQMatch consortium va sortir avant la fin de l'année et qui vous permet de générer des diagrammes de séquences en dynamique des échanges qui se passent entre. Typiquement, premier usage, c'est du debug, mais deuxième usage, c'est documenter votre code. Voilà, j'en arrive à la conclusion. Qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce que moi, vraiment, je trouve d'intéressant depuis que je mets en place ce processus d'écriture de documentation. Alors, déjà, vous n'oubliez pas la documentation parce qu'elle fait partie du processus. Vous développez, vous documentez, vous développez, vous documentez, ce qui évite le gros « Ah, j'ai livré, j'ai 2 semaines de documentation à faire. Cool. » C'est pas génial. Vous mettez vraiment le focus sur le contenu de votre documentation parce que toutes les tâches répétitives, embêtantes, qui ne vous apportent pas trop de satisfaction à la fin de la journée, c'est automatisé. Vous pouvez, du coup, du fait que vous avez un process, que vous avez des tâches automatisées, c'est beaucoup plus facile d'avoir plusieurs personnes qui contribuent à votre documentation. Et puis, vous livrez votre documentation en temps et en heure, en même temps que votre nouvelle version d'application. Donc, c'est aussi satisfaisant de se dire on a passé du temps à documenter. Et en plus, donc il pourra s'y référer. Je n'ai pas fait ce travail-là pour rien. Un dernier mot, et qui est pris de Dan Allen, qui est le développeur principal de Asciidoctor et de Antora, et qui, en gros, pas en anglais, mais qui dit qu'être un bon écrivain, finalement, de documentation, c'est aussi difficile que d'être un très bon développeur. C'est pas plus ou moins facile l'un ou l'autre rôle. En gros, vous pouvez avoir le meilleur des process d'écriture de documentation. C'est valable aussi pour le développement. Vos process peuvent être géniaux. Si derrière, vous n'avez pas les hommes et les femmes qui sont en mesure de créer la valeur à ajouter, ça ne marchera pas. Donc, ce n'est pas une méthode magique que je vous ai présentée, mais quelque chose qui va permettre aux personnes qui ont des compétences de s'exprimer complètement plutôt que de râler sur les outils et les manières de faire. Donc voilà, j'espère que cette présentation, vous avez pu l'entendre plus ou moins complètement
Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Et juste, me demandez pas comment on peut continuer à utiliser Word tout en implémentant en Docs as Code. Je sais pas. Je n'ai pas trouvé de solution. Merci Olivier. Voilà. Merci d'avoir respecté le temps. Donc c'est super déjà. Il y a eu plein de questions. Certaines ont eu des réponses. Oui, des petits problèmes de son. Et de façon un peu ironique, il y a eu un petit commentaire que quelqu'un avait essayé un toolkit d'IA bien connu pour combler les trous. Et enfin les trous, les mots manquants pour les combler. Est-ce que certains veulent prendre la parole pour poser des questions en direct à Olivier? Je me permets d'ouvrir le micro. Il y avait une question sur des images. Et j'aurais bien renvoyé la balle à Olivier si on l'entend. Est-ce qu'on peut intégrer des images dans ASCII-Doc? Oui, bien sûr, ça marche très bien, un peu comme dans Markdown. Il y a quelqu'un qui disait que c'est Loïc, je crois, qui disait que c'était plus facile et on avait plus de marge de manœuvre au niveau d'ASCII-Doc. Un des trucs qui est intéressant, c'est quand on peut les automatiser, parce que insérer des images statiques, un PNG, un JPEG, ça marche très bien. On peut aussi, et c'est ce qui est fait, me semble-t-il, dans ASCII-Doc, faire générer du diagramme de façon automatique. Alors, générer du diagramme, l'intérêt, c'est que c'est à nouveau du code. Ça permet de le versionner, de voir ce qui a bougé. C'est pas du binaire comme un bitmap ou je ne sais quoi. Par contre, à faire à la main, j'ai commencé, je me suis vite arrêté, c'est très laborieux. Donc là, après, on va sur des trucs qui sont faits en automatique, et c'est la fête. Bah, voilà, t'en avais parlé. Alors, si je là, typiquement, ma présentation, elle est faite en ASCII-Doc. J'ai une image à gauche, et alors j'ai une image aussi à droite, mais cette image-là, elle est prise depuis un document ASCII-Doc. C'est un graphe. Ce graphe-là, dans les sources de la documentation, ce n'est pas une image, mais c'est bel et bien un graphe qui est écrit avec du texte. Et ça, typiquement, Antidoc, c'est ce que fait Antidoc, c'est de générer ce type de graphe à la place de l'écrire à la main. Écrire à la main ce type de graphe-là, je confirme, c'est... Si vous voulez explorer là-dessus, il y a des histoires de plantes UML, de mermed, et tout un tas de mécanismes en fait, et de métalangage, je sais pas comment il faut les appeler, qui permettent de scripter ce genre de diagramme. La force d'Antidoc, c'est qu'il va les faire tout seul comme un grand, il les génère, il analyse les liens et il génère tout seul ce truc-là. Voilà, plutôt que de se les cogner à la main, il le fait tout seul et c'est quand même plutôt classe. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre, parce qu'il il y a encore des questions, mais est-ce que certains veulent prendre la parole directement ou est-ce que pas? Si personne lève la main, est-ce que tu pourrais... Ouais, tu vois Brice? Si tu poses une question, fais pas ton timide. Allez, je prends la main alors. Non, Entourage, je me demande qu'est-ce qu'il fait exactement. Il est capable de regarder ce qui a été pushé sur le Git pour générer sur un serveur web les pages, c'est ça? Je suis pas sûr d'avoir. Antora, il prend une hiérarchie de documents ASCII-Doc. Ouais. Bien définie. Faut générer ton contenu de manière définie. Et à partir de là, il va être capable de générer ce site web. C'est-à-dire qu'il va avoir du multipage. Ici, je vais pouvoir dire OK, mais c'est pas la version 1.8 que je veux voir, c'est la 1.6. OK, c'est pas, il y a eu des modifs. Il va te générer tous les menus, etc. Donc c'est vraiment, il te génère un site web. Donc localement, tu prends un dossier qui contient des fichiers ASCII-Doc et des fichiers ressources, images, vidéos, tout ce que tu veux. Tu le fais passer dans la moulinette d'Antora et tu te retrouves avec un site web avec du HTML, des CSS, etc. Et ça, ce dossier-là, tu vas le mettre, tu le publies en le poussant sur un site web, en utilisant la fonctionnalité page de GitLab, ce que tu veux. Donc c'est un outil web qui vient prendre des fichiers en local sur ta machine. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que vous m'avez entendu? Oui. Si je le reformule, imagine que Antora, c'est comme un compilateur. En fait, c'est tout en local.
Tu as tes fichiers ASCII-Doc et tu vas les donner à mâchonner à une moulinette. Antora, c'en est une qui va te générer un site web. Tu as d'autres moulinettes dans ASCII-Doc qui vont te générer un PDF, d'autres qui vont te générer ce que tu veux, d'autres formats. C'est le format de sortie de ce que tu vas générer à partir de tes documents, de tes fichiers ASCII-Doc et de ce qui va avec, en fait. Les images, les ressources, de tout ce que tu peux avoir autour. D'accord. Donc, un outil web qui vient prendre en local les fichiers, qui te génère en sortie du HTML que tu peux uploader sur un site, sur un hébergeur. Pas un outil web, un outil. Ça pourrait être fait en LabVIEW. D'accord. On pourrait avoir qui va venir parser des fichiers texte et qui va te générer de l'HTML. Ok. D'accord, merci. Ok, on va arriver à 16h45. Est-ce que il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser? Eh bien, écoutez, merci Olivier.